J'espère qu'on nous entend bien. Donc, bonjour à tous. C'est une soirée d'économie un peu spéciale ce soir, dans la mesure où on a quelques petits soucis avec les grèves actuelles. Donc, on a privilégié faire quelque chose un peu plus sécurisant, un peu moins compliqué pour les étudiants, avec toute cette incertitude. Donc, on a le plaisir ce soir d'avoir l'intervention de Chris Lionel Ibombo. Euh, il va se présenter largement. Il travaille notamment au Luxembourg. Il va travailler aux États-Unis dans pas très longtemps. Donc on a eu la chance et on a la chance et le plaisir de le recevoir au moins aujourd'hui avant son départ. Ça sera un petit peu plus compliqué si on le faisait venir de Chicago. Et il va avoir une quarantaine de minutes pour nous présenter les fonds d'investissement, leur histoire et nous présenter également les spécificités associées à son travail, à son métier. Et je lui laisse la parole. Et je le remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Alors, bonjour, merci beaucoup pour l'introduction, Samuel. Je remercie la faculté de Strasbourg de me recevoir et de me laisser intervenir sur ce sujet. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler donc des fonds d'investissement. Donc, tout d'abord, je vais commencer par un petit point sur MC Square, la compagnie pour laquelle je travaille. Nous sommes ce qu'on appelle un gestionnaire de fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'on gère des véhicules de placement collectif et on a à peu près 9 milliards d'actifs sous gestion maintenant répartis dans une centaine de fonds. Les services qu'on propose sont de la structuration d'un véhicule à la gestion de celui-ci. Et on a actuellement 7 licences, c'est-à-dire que pour chaque classe d'actifs, une notion qu'on va approfondir par la suite, on a une licence donnée par le régulateur à chaque fois pour chaque classe d'actifs. Et plus on en a, mieux c'est en fait. Et donc là, on va voir le fait qu'en fait, on a toutes les licences pour gérer quasiment tous les actifs. Alors, donc dans cette société, j'ai le poste de gestionnaire de portefeuille. Donc, c'est-à-dire que je gère les investissements et les encours sous gestion de notre compagnie et je travaille avec les asset managers pour les aider à avoir le rendement le plus élevé possible, dépendamment de la stratégie et des investisseurs concernés. Bon, alors concernant notre présentation, on va commencer par une simple introduction, une présentation des concepts. Ensuite, on va faire un petit point historique sur l'histoire des fonds, en passant en revue les événements clés qui ont mené à ce qu'on soit au marché actuel. On va faire une séparation en termes d'actifs, parce que traditionnellement, c'est une pratique de marché de séparer les fonds traditionnels des fonds alternatifs. Et ensuite, on va faire un petit recap sur les avantages et inconvénients, et ensuite, on va conclure. Alors, qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? On va déjà commencer par ce simple concept. Donc, c'est un véhicule, en fait, de placement où des investisseurs mettent en commun de l'argent et c'est géré par un gestionnaire de portefeuille, donc quelqu'un de professionnel et d'habilité à le faire. Très important ce point. En vue d'investir dans un actif qui a été décidé à l'avance. Ensuite, donc on va faire un petit point historique sur ce qui s'est passé depuis le début, en fait. Donc on va faire un petit point, mais ça va commencer de façon un peu impromptue parce qu'en fait on va parler d'une crise. Il s'agit en fait en 1772 du défaut de la Compagnie des Indes orientales. Alors, petit point historique, la Compagnie des Indes orientales, c'est une société commerciale qui a été créée en 1600 et qui, en fait, a été arrogée par la couronne britannique les droits de traitement, on va dire, de tout le continent indien. Donc, c'était la compagnie exclusive qui faisait des affaires avec l'Inde. Bon, ça revient de l'exploitation. On passe ce point historique sous silence. Mais en fait, pendant des années, donc de 1600 à 1772, en fait, elle a versé des dividendes extrêmement élevés aux investisseurs. Donc, on va dire que sur les marchés financiers de l'époque, c'était une compagnie à laquelle tout le monde était extrêmement exposé. Le problème, en fait, de tout ça, c'est que autour de 1769 et 1770, ok. Il y a une famine, en fait, et pas mal de choses qui sont mal passées en Inde, qui ont fait qu'en fait, les recettes fiscales de cette compagnie n'ont fait que baisser. Entre-temps, elle a continué à verser les dividendes toujours du même montant, sans discloser ce qui s'était passé aux investisseurs. Vous voyez la chose arriver. À un moment, c'était plus soutenable, et donc en 1772, ils ont révélé qu'ils étaient plus en mesure de payer les dividendes comme promis, et ils ont révélé la situation désastreuse de la boîte.
Et donc, tout ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un défaut. Et les marchés étaient tellement exposés à cette entreprise que pas mal d'établissements ont fait faillite. En Angleterre, la crise s'est transmise aux Pays-Bas et a mis pas mal de gens sur la paille, en fait. Du coup, à partir de là, en fait, on atterrit en 1700. Attends, là, ouais, ok. Là, un petit aperçu, donc les deux points rouges, on a un petit aperçu, en fait, de l'évolution du prix de l'action de cette entreprise et on voit que ça s'est complètement craché à l'annonce, en fait, du défaut. Alors, on arrive 2 ans plus tard, donc c'est dans ce contexte, en fait, un courtier hollandais du nom de Abraham van Ketwich a créé, en fait, a joué sur le sentiment du public. Il savait que les abus de cette compagnie avaient créé une certaine méfiance et il savait qu'il fallait diversifier en fait l'exposition financière des gens. Donc en fait, il a commencé à créer un portefeuille de 10 obligations. Donc des obligations sont des titres émis sur le marché financier quand on veut emprunter de l'argent. Donc celui qui achète l'obligation touche ce qu'on appelle un coupon, donc des intérêts sur la somme prêtée, et à la fin de l'échéance, il est remboursé du montant qu'il a prêté. Donc du coup, il a créé un portefeuille de 10 obligations, de 50 obligations réparties sur 10 secteurs. Donc déjà, on a la diversification, et pas l'exposition à une seule entreprise. Il a garanti un rendement de 4 ans avec une durée de 25 ans. Donc en fait, il a créé un nombre de parts fixe, c'est-à-dire que les investisseurs pouvaient souscrire au véhicule au tout début, ou alors il fallait racheter sur le marché secondaire parce qu'en fait, il n'aimait pas de nouvelles parts. D'accord? Après l'innovation. Une question pour moi aussi pour clarifier également par rapport au public. Donc on est bien d'accord que là, c'était le véhicule que tu mentionnes depuis le début. Oui. Donc c'est le fait que tu vas payer tant d'argent. Et quand tu parles de rendement de 4%, c'est un rendement qui est fixé, qui est. C'est-à-dire, je vous promets que dans 25 ans, vous aurez 4% de rendement. Vous aurez 4% par an sur 25 ans. Okay. À l'époque, c'était ça en fait. Et donc là, c'est la première fois que la diversification est lieu. Oui, dans ce type de véhicule, parce qu'en fait, à l'époque, ils faisaient comme on a vu jusqu'à 1772, ils achetaient, parce qu'en fait, c'était des gros montants. Donc, tu pouvais pas te permettre aisément d'acheter, comme maintenant, 10 compagnies. Tu pouvais en acheter qu'une seule, et donc, ils étaient surexposés à une seule valeur en général. D'accord? Donc, il s'est rendu compte que son portefeuille qu'il a créé, en fait, demandait des montants assez énormes. Parce qu'en fait, pour les petits porteurs, c'était pas possible. En fait, à l'époque, il fallait être très fortuné pour acheter quoi que ce soit. Et donc, en fait, aujourd'hui encore, c'est un peu moins, ça dépend. Maintenant, on a un peu plus de choix. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il a innové en ce sens où il a permis, en fait, à des investisseurs de souscrire dans le véhicule et il a partagé la propriété du véhicule. Comme maintenant, ce qu'on connaît comme étant des fonds d'investissement, j'achète 10% du véhicule, je détiens 10% de la rentabilité et des actifs. Et en fait, c'était la première fois que quelqu'un faisait ça, en fait. Et donc, ça vient de ce monsieur-là. D'accord? Donc, par la suite, en fait, ça a beaucoup de succès, énormément de succès, parce que ça permet aux petits porteurs d'avoir accès aux investissements qui étaient inaccessibles avant, ça diversifie les risques. Et pour la petite histoire, en fait, comme il savait que les gens ne voulaient plus de décisions irrationnelles et pas motivées pour éviter les risques, il a mis en place, en fait, un coffre-fort dans lequel étaient détenus physiquement, parce qu'à l'époque, tout était détenu en physique, les titres de propriété des obligations. Et en fait, il a mis 3 managers qui géraient le fonds. Et le coffre-fort était fait de telle sorte qu'il fallait que les 3 clés soient rentrées en même temps pour pouvoir sortir les actifs, en fait, du fonds. Comme ça, il fallait une décision, unanime des 3. Et comme ça, personne ne pouvait faire n'importe quoi, en fait. Alors, hop. Par la suite, on va outre-Manche, où on a la création du FCGT. À l'époque, en fait, l'empire colonial britannique est énorme. Et vu le succès du premier fonds créé par le trader hollandais, en fait, la technique se développe en Europe. D'accord? Donc là, on parle de l'Europe principalement. Donc chez nos amis anglais, en fait, qui voulaient financer l'expansion, à peu près 25% des habitants du globe à l'époque étaient sous l'empire colonial britannique à l'époque. Et donc, pour financer l'expansion, en fait, il met en place ce véhicule, le Foreign and Colonial Government Trust, qui en fait émet des actions obligataires
donc de l'emprunt toujours, en vue de financer les nouvelles colonies et les colonies présentes de l'Empire britannique, en fait. Donc là, on reste sur de l'obligataire, donc des gros montants et de l'emprunt principalement. D'accord. Par la suite, un certain monsieur Robert Fleming, donc c'est un gros financier de son époque, un contemporain de JP Morgan, des noms assez connus, a créé le First Scottish American Investment Trust, parce qu'en fait, entre les deux, il y a eu la guerre de sécession. Et donc l'Amérique est détruite et elle a besoin d'être financée. Donc à partir de là, il met en place ce véhicule pour récolter de l'argent et aller financer l'effort de reconstruction des États-Unis. Donc c'est à partir de ce moment-là que les véhicules d'investissement arrivent en fait sur le continent américain. Donc à la base, c'est vraiment très européen. Et là, à ce moment-là, en fait, les techniques de la sophistication d'investissement des Européens de l'époque arrivent sur le marché américain. Les Américains sont très friands de ce genre de technique et ça développe vraiment très, très vite aux États-Unis. Alors, il faut résumer une spécificité de l'époque que j'ai évoquée, c'est qu'à l'époque, les fonds étaient ce qu'on appelle, un terme technique, je cite, fermés. C'est-à-dire que le fonds, à la création, émet un nombre de parts fixes. J'émets 100 parts, d'accord et j'ai, disons, pour la simplification, j'ai 100 investisseurs qui ont chacun une part, d'accord. Si tu rates l'émission, tu es obligé de négocier avec un des investisseurs actuels pour racheter des parts. Je n'en émettrai pas de nouvelles pour que tu puisses rentrer. D'accord. Et par exemple, on a vu sur le premier fonds, ça dure 25 ans. Donc, celui qui ne vend pas doit garder 25 ans. Ou alors, il le revend à quelqu'un d'autre. Mais bon, forcément, comme il revend, il y aura une décote, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas d'émission de nouvelles parts. Okay. Les Américains vont s'emparer de la technique et la développer encore mieux que nous, jusqu'à ce qu'on arrive en 1924 et créer le premier fonds dit ouvert. Ce fonds, en fait, permet aux investisseurs de sortir du fonds en calculant une valeur nette d'inventaire et en sortant, en fait, à la même proportion, au même pourcentage que ce qu'ils détenaient du fonds, en fait. D'accord. Donc là, en fait, on commence à arriver dans la sophistication un peu plus. On n'est pas obligé de garder 25 ans. On peut sortir du fonds un peu avant, selon les besoins. Et en fait, ce fonds ouvert, justement, oui. Techniquement, avant, il était le fonds fermé. Tu pouvais partir avec une décote. Là, ici, qu'est-ce qui fait que tu peux. En fait, là, c'est différent. Le fonds fermé, en fait, donc tu as un nombre de parts, mais tu es obligé de le revendre à un tiers. C'est comme tu as un appartement construit. Si aujourd'hui, tu veux le vendre, tu es obligé de le vendre à quelqu'un. Ouais. Alors que là, si tu ne là, tu peux directement aller voir le gestionnaire de fonds sans et lui dire je veux sortir. Je détiens 10% du fonds, je l'ai acheté, il valait 100. Lui, il recalcule une valeur nette d'inventaire et il te dit ok, aujourd'hui, il vaut 120, tu détiens 10%, donc tu sors avec 12 et pas 10. Okay. C'est exactement ça, un mécanisme un peu différent. Et donc, ça donne une certaine liquidité. Donc, en fait, par la suite, la technique se développe encore plus, d'accord. Et on arrive, donc là, c'est juste le fait que les investisseurs peuvent rentrer et sortir maintenant du fonds. Et on arrive en 1928 où on a Scudder, Stevens et Clark qui inventent le premier fonds sans frais. Il faut savoir qu'avant, à l'entrée dans le fonds, on payait des frais. À la sortie aussi. Maintenant, eux, en fait, ils ont des intermédiaires, en fait, le process, parce qu'en fait, avant, ils passaient par des banques qui faisaient ce qu'on appelle de l'intermédiation. Donc, ces banques-là offraient à leurs clients les fonds, et donc pour ça, elles touchaient à des frais, qui forcément étaient répercutés dans la valeur du fonds. Et donc, l'investisseur, à l'entrée et à la sortie, payait des frais. Et donc, eux, en mettant directement les fonds à la disposition du particulier, permettent de réduire les frais. Et donc, on arrive avec ce qu'on connaît maintenant, les premiers fonds sans frais, ou alors très peu de frais. D'accord. 1929, c'est le crack. D'accord. C'est le fameux crack boursier, c'est le jeudi noir, c'est la bourse qui chute de 87%. Voilà. Et donc, c'est le chômage en France qui passe de 3 à 24%, je crois, 21% selon la Banque de France. Et donc, le marché, en fait, des fonds, du coup, prend un petit coup d'arrêt comme à peu près tout. D'accord. Si on doit voir le bon côté de la chose, c'est que le crack, en fait, il a entraîné la professionnalisation du secteur. Et il a mis les bases pour toutes les choses qui font que maintenant le secteur est pérenne. D'accord. On a la création de la SEC, le Securities and Exchange Commission, par la suite, qui a pour mission de protéger les investisseurs, de maintenir un marché ordonné et de faciliter la formation du capital. Parce que du coup, à la suite de ce crack, on s'est rendu compte que pas mal qu'il fallait professionnaliser le métier, parce que qu'il était trop ouvert à la malhonnêteté et c'était facile de falsifier les comptes.
À l'époque, il n'y avait rien quand on recevait les comptes qui nous garantissait que les comptes étaient conformes à la vraie situation financière de la société. Et donc, par exemple, là, toutes les dispositions en termes de transparence ont été mises en place à ce moment-là. Donc, par exemple, la mise en place obligatoire du prospectus pour les investisseurs. Pour la petite note, un prospectus, c'est un document légal en fait qui stipule les caractéristiques de l'investissement auquel on va souscrire. Je vais donner un exemple. Ce prospectus va te dire, typiquement, on a parlé du premier fonds, il doit acheter 50 obligations réparties dans 10 secteurs garantis avec une rémunération de 4%. On n'achètera pas ci, on n'achètera pas ça. Toutes les caractéristiques sont réparties pour que l'investisseur puisse faire une décision informée. Et donc, ce prospectus-là a été rendu obligatoire. Avant, il ne l'était pas. Ah, il a été normé. Et donc, c'est des dispositions qui existent encore aujourd'hui. Le dépôt obligatoire des comptes, qu'on connaît tous, les clôtures trimestrielles, annuelles des entreprises ont été mises en place à partir de ce moment-là. Juste à titre d'exemple, à titre de comparaison, l'AMF a été créée autour de 2003. Donc c'est beaucoup plus tard, c'est beaucoup plus tard dans le temps. Mais en tout cas, toutes les techniques de divulgation de l'information et de transparence sont arrivées à ce moment-là. Donc en soi, c'était une bonne chose pour le marché. Là, à partir des années 70, on entame un autre pan, si vous voulez, de l'histoire des fonds d'investissement. Alors, le tout premier à gauche, donc on part de la gauche vers la droite, donc en 1971, on a la création du premier fonds dit monétaire, d'accord? En fait, pour faire simple, l'équivalent du livret A américain payait à ce moment-là à peu près 5%, alors que le marché obligataire d'État payait autour de 8-9%. Donc, les investisseurs se sont rendus compte qu'il y avait un gap, un écart qu'il fallait combler, et il y avait moyen de faire quelque chose. Donc, en fait, ce monsieur qui s'appelle Bruce Brent a créé en fait un fonds qui fonctionne un peu comme un compte bancaire. Il a dit, je vais te proposer la même chose que ta banque. C'est-à-dire que quand tu déposes 1 euro, 1 dollar, tu peux récupérer 1 dollar. Mais moi, je ne te garantis pas 4%, 5% comme la banque, je te donnerai 8. Donc, en fait, tout ce qu'il a fait, c'est acheter des actions de l'État américain, donc 100% safe, avec une grosse liquidité. Et en fait, il a acheté des actions de l'État américain qui, eux, remboursaient à 8%. Et donc, grâce à ça, il a pu garantir à ses investisseurs une rentabilité autour de 7-8, ce qui crée quand même un delta de 2-3% par rapport à la banque. Donc, en fait, ça a explosé. En 1977, c'était 4 milliards de fonds monétaires et en 81, on avait 85 milliards. Donc, ça a vraiment, vraiment explosé. Et en fait, il ne fait rien. Donc, c'est très passif. Il n'investit pas vraiment et son portefeuille est connu parce qu'en fait, c'est garanti par l'État. Donc, c'est safe. Donc, là, on tombe dans d'autres types de fonds qui, eux, n'ont pas vocation à prendre des décisions actives, on va dire. En 76, donc on arrive avec monsieur John Bogle au milieu, qui en fait était un gestionnaire d'investissement d'une grosse compagnie de l'époque qui s'appelait Wellington Management. Son boulot en fait était de battre le marché. Il n'a pas réussi et il s'est fait virer. Mais en se faisant virer, en fait, il a négocié un accord pour créer une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Vanguard et qui existe toujours, et qui en fait devait faire du service administratif pour Wellington. Et il n'était plus autorisé à gérer des fonds. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, il s'est rendu compte, il s'est dit, écoutez, j'ai pas réussi à battre le marché. Et donc, j'imagine qu'il y a un peu d'ego. Il se dit, je ne peux pas battre le marché, je partirai du postulat qu'on ne peut pas battre le marché. Si on ne peut pas battre le marché, autant essayer de le répliquer. Et donc, par exemple, il a pris le premier fonds indiciel, c'est sur le S&P 500. Donc, c'est un indice pondéré américain qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Il dit, je vais essayer de répliquer l'indice du S&P 500 pour que si je crée un fonds, si le S&P monte de 2%, mon fonds doit monter de 2%. S'il baisse de 3%, mon fonds baisse de 3%. Et donc, en faisant ça, en fait, il a totalement changé le paradigme pour les gestionnaires de portefeuille parce que leur boulot n'était plus de prendre des décisions actives, mais de se calibrer par rapport au marché. Et donc, ils prennent des fonds qui ont très peu de frais et qui ont des titres qui leur permettent d'avoir une exposition comme s'ils avaient investi les 500 actions du S&P 500. Et donc, ça fait que, en fait, ça a tout changé parce que du coup, ça a réduit les frais parce que le gestionnaire n'a plus du tout la même tâche qu'avant et ne prend plus autant de risques.
Et ça a permis, en fait, en déclinant cette stratégie à tous les pans du marché, on arrive à couvrir, à proposer 50 milliards d'indices différents selon ce qu'on veut couvrir, en fait. Et donc là, c'est là que ça a vraiment explosé. Et donc, ça a généré ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion passive et une diversité de fonds et d'indices qui est vraiment très élevée. En 93, bah, du coup, il y a l'évolution du coup, des techniques et des méthodes de calcul qui ont permis d'avoir le premier ETF. Donc, ETF, c'est pour Exchange Traded Fund. En fait, c'est un fonds qui est coté comme si c'était une action. Aujourd'hui, si vous allez sur votre portable et que vous tapez Apple prix, vous arrivez à avoir le prix en temps réel qui fluctue à la seconde selon les achats et les ventes parce que c'est électronique. D'accord? Un fonds, c'est un peu différent. Il a besoin de calculer une valeur nette d'inventaire et donc il ne peut le faire qu'à la clôture du marché. Il fige les prix et il génère une valeur. Là, ce type de fonds est différent parce qu'en fait, le prix fluctue à la seconde comme une action, alors que c'est un fonds. Et donc, ça permet de cumuler tout ça, d'avoir des indices, des fonds monétaires, des ETF, qui en fait sont ultra liquides et qui permettent d'entrer et de sortir très rapidement. Pour la petite histoire, le premier ETF a été créé à Toronto. Aujourd'hui, c'est un énorme marché qui vaut quasiment ouais, 8 trilliards, c'est pas mal. Et qui aujourd'hui en fait dépasse donc la gestion passive, donc tous ces fonds qui sont basés sur des indices, le monétaire et qui n'ont pas vocation à prendre des décisions actives, aujourd'hui sont au-dessus de ce qui se passe en termes de fonds actifs. Et c'est un marché qui est en pleine expansion et qui continue de l'être. Et pourquoi on voit bien qu'entre la gestion passive et active, avant c'était actif et maintenant c'est passif. Ouais. C'est lié au fait que justement on a toujours cet esprit qu'on ne peut pas battre le marché. Est-ce que c'est lié aussi à tous les risques avec la politique monétaire non conventionnelle, que ce soit de la Fed ou de la BCE, avec la réduction, avec les risques de bulles, où on s'est dit de plus en plus on va privilégier du passif que de l'actif. Enfin, qu'est-ce qui fait Bonne qu'on a question. Tu anticipes un petit peu ma présentation, mais c'est pas mal. Mais non, c'est bien. En fait, il se trouve que bah, déjà, on a eu pas mal tu soulèves pas mal de points intéressants. C'est on vivait dans un environnement de taux bas. Donc, on partait où la rentabilité pouvait être. La gestion active est coûteuse. Donc, quand tu traînes dans des taux qui sont autour qui sont négatifs, et quand tu essaies d'avoir 1% et que tu as 2% de frais, c'est pas possible en fait. Donc, automatiquement, tu pars déjà vers ce type de fonds passifs qui, eux, ont des coûts de l'ordre de 0,2%. Donc déjà, hop, si tu fais 1%, ils traitent 0,8, c'est déjà mieux. Et ensuite, le truc, c'est que ils ont réduit les coûts. La gestion passive a dramatiquement réduit les coûts pour les petits porteurs, donc nous, et permet aux gens d'avoir une exposition à des secteurs où c'était impossible avant. Aujourd'hui, si on veut acheter un ETF qui traite sur les semi-conducteurs, tu peux mettre 500 euros sur un fonds qui a une exposition aux semi-conducteurs. C'est très gratuit comme marché, c'est une expertise particulière, mais ça ne coûte rien. Avant, il fallait rentrer dans un fonds avec un fund manager spécialisé qui, lui, générait des frais extrêmement élevés, avec une liquidité qui est moindre par rapport à celle-là. Donc, en fait, il y a tout ce paradigme-là qui fait que les particuliers sont arrivés sur le marché, en fait. Et c'est eux de cette période. Ouais, bien sûr. À partir de 2000, à partir des années 90, sur les années 90, on a vraiment l'explosion de tout ce qui est massification, si tu veux, des fonds d'investissement. Et donc, la gestion passive, c'est le moyen le plus simple d'y aller, en fait. Alors, donc là, on va faire une séparation, en fait, en termes de type d'actifs. D'accord? On a les actifs dits traditionnels. Bon, la photo est explicite, hein. C'est tout ce qui est actions, obligations et cash. D'accord? Et toutes les stratégies et les fonds faits en particulier sur ces actifs-là. D'accord? Et donc, souvent, on les oppose aux fonds dits. Euh, on fait comment là? On les oppose aux fonds dits alternatifs. D'accord? Bon, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. On les oppose aux fonds alternatifs. D'accord? Les fonds alternatifs, j'ai fait des grosses catégories pour qu'on puisse voir exactement de quoi il en ressort. D'accord? On va commencer par le premier. Donc, c'est tout ce qui est private equity. Donc, ce sont des fonds qui investissent dans d'autres entreprises. Donc, ça peut être différents cycles de vie de l'entreprise. Ça peut être fondé, ça peut être investir dans une idée, le venture capital, qui est assez connu.
ou alors acheter des boîtes qui sont beaucoup plus matures dans le temps. C'est quoi? C'est capital risque, capital développement, LBO? Exactement, ouais, capital risque, LBO, merci, parce que j'ai oublié les termes. Capital risque, LBO, exactement. Donc ça, par exemple, on reste dans la logique de fonds dit à gestion active. Donc, ce qu'on achète, c'est l'expertise. Dans ces types d'actifs-là, ce qu'on achète, c'est l'expertise du manager. Sa capacité, par exemple, dans le private equity, à trouver des boîtes spécifiques et à générer du rendement à partir de ça. Donc, est-ce que dans ta gestion passive, au final, c'est plus que les ordinateurs qui gèrent ça? Tu peux. C'est très mécanique. Hein. C'est très bien. Il y a pas mal de. Je crois que Vanguard, ils ont plus de 5000, 50 000 indices. Donc oui, c'est avec l'avènement, par exemple, du trading électronique, tout ça va faire, en fait. Et là, par exemple, private equity, c'est plus, voilà, tu connais le manager, tu sais de quoi il est capable, il a un passif, il a une capacité à dénicher des pépites, des trucs comme ça. Le private equity est assez connu du grand public parce qu'il permet d'allouer pas mal de capital. Après, c'est particulier parce qu'il y a un risque de perte élevé dans ces fonds-là. Parce que là, on part sur une logique qui n'est pas aussi liquide que ce qu'il y a maintenant, même si maintenant, ces actifs-là ont tendance à devenir de plus en plus liquides par rapport à avant. Ensuite, on a tout ce qui est hedge fund. Un hedge, c'est un terme utilisé en finance, c'est une protection. C'est un terme qui vient du milieu agricole, qui désigne en fait un espèce de buisson qu'on met autour des habitations pour éviter la désertification, ce genre de choses. Et donc, ce sont des fonds en fait qui ont une nature un peu plus opaque et qui ne tombent pas sous la coupe de la SEC ou des régulateurs, forcément. Et donc, ils utilisent cette nature opaque en fait pour générer des stratégies complexes qui leur permettent de générer du rendement. En général, les hedge funds sont en rendement, ce qu'on appelle en rendement absolu. C'est-à-dire que quelle que soit la direction du marché, ils doivent être rentables. Si le marché baisse, ils font de la vente à découvert. Donc, de la vente à découvert, c'est de la vente d'actions qu'on ne possède pas. On anticipe que le marché va baisser, donc on vend à un instant T pour ensuite racheter à un instant T plus 1 parce qu'on pense que entre T et T plus 1, le prix aura baissé. Et en général, ils font ça. Et si le marché monte, ils doivent être à l'achat. Et donc, quel que soit le sens du marché, de par leur flexibilité, on va dire, en termes de stratégie, ils doivent obligatoirement rapporter. D'accord. On a les fonds immobiliers. Donc, c'est les fonds qui investissent dans tous les actifs immobiliers. En termes de risque, ça nous expose au marché immobilier, forcément. Ça, c'est plutôt simple à couvrir. On a les fonds, tout ce qui est infrastructure. Donc, ce sont des fonds qui investissent dans les infrastructures publiques. En général, par exemple, un exemple, les autoroutes, Veolia, ce genre de choses. Ce sont souvent des actifs qui demandent énormément de capitaux d'entrée de jeu et qui ont un risque géopolitique assez élevé. Parce que du coup, en général, selon le pays et les gouvernements avec lesquels on investit, on est vachement exposé et du coup, on ne vend pas une autoroute aussi vite qu'on vendrait une maison ou une action. Donc en général, c'est des fonds assez figés dans le temps et c'est des projets qui s'étalent dans le temps avec des montants assez importants. Tout ce qui est fonds de ressources, par exemple, tout ce qui est minage, matières premières, ce sont des fonds, en fait, avec la croissance de la population mondiale, il y a une vraie pression sur tout ce qui est ressources. Donc, ce sont des fonds, en fait, qui ont eu une vraie montée en gamme ces dernières années, parce qu'il en a de plus en plus besoin. Il y a aussi un vrai risque géopolitique. Par exemple, si on parle de tout ce qui se passe à Taïwan, par exemple, avec TSMC, qui est le gros producteur de semi-conducteurs, par exemple. Ce sont des fonds qui vont investir dans ce genre d'entreprise, mais qui sont du coup exposés pas mal selon la situation géopolitique et qui ont c'est beaucoup de travail quand même. En général, ce qu'on va retenir de ces actifs-là, en fait, c'est qu'en fait, il y a un vrai risque de perte. Parce que du coup, le fonds n'est pas aussi liquide qu'une alternative comme un fonds indiciel. Ce qu'on achète, c'est l'expertise du fund manager. Et c'est quand même, et on est exposé quand même à une gamme d'actifs qui sont quand même assez particuliers. Juste pour la petite note, en fait, aujourd'hui, les fonds d'investissement, tout compris, le marché américain, le marché nord-américain, c'est un peu plus de 50% en fait de la totalité du marché mondial en termes d'actifs. Est-ce que tu lis directement liquidité avec rendement? Non. Non.
Non, pas systématiquement. Même si en général, le manque de liquidité doit être compensé logiquement. C'est une prime de liquidité. Voilà, c'est une prime de liquidité, le rendement. Théoriquement, oui, mais c'est pas toujours le cas parce qu'en fait, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, si je prends un exemple très contemporain, tout ce qui est private equity aujourd'hui, moi, perso, je le vois, il y a pas mal d'entreprises qui sont extrêmement dévaluées parce qu'on était dans un environnement de taux bas, tout le monde a emprunté à des taux zéro. Aujourd'hui, l'argent devient plus cher et donc tu ne prêtes plus n'importe comment. Donc, j'ai pas mal d'entreprises aujourd'hui qui sont décotées, qui prennent des décotes de 20-30%. Sauf que c'est dans des fonds, donc le fonds va perdre 20-30%. Sauf qu'il est liquide. Donc ta prime de liquidité, elle est négative, en fait. Donc voilà, c'est très risqué. Mais quand ça marche vraiment bien. Par exemple, le private equity, j'ai un fonds manager qui a fait plus 70% en ILA, par exemple. Alors, quel est son impact sur l'économie? Alors pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est tout ce qui est financement. On va dire que tout ce qui est fonds d'investissement a un vrai impact en termes de financement de l'économie. Les fonds, par exemple, de private equity, de capital investissement, ont pour vocation, par exemple, de financer l'économie en allouant des capitaux aux entreprises qui en ont besoin. Les fonds infrastructures ont pour vocation de financer les infrastructures publiques, d'aider les États à monter des infrastructures publiques en s'alliant avec les fonds immobiliers, de soutenir l'économie locale d'une ville ou d'autres choses, en logeant les habitants et en construisant des nouveaux logements, ce genre de choses. Après, c'est pour tout ce qui est transparence du marché. Donc, on a vu avec la crise, euh, il y a un besoin que le marché soit constamment assaini des acteurs qui n'ont pas vocation à y être ou des escroqueries. Les hedge funds, par exemple, sont des types de fonds très controversés parce qu'ils prennent beaucoup de positions et quand le marché va mal, font beaucoup parler d'eux. Mais je trouve qu'ils ont une vocation saine dans le fond parce que, par exemple, ils prennent des positions short, des positions à la vente. Euh, Parce que des fois, il y a des fonds qui pensent que, par exemple, on va dire quoi, qu'il y a une entreprise riche, ça arrive assez souvent, il y a des fonds qui sont spécialisés dans les entreprises qui trichent, donc ils font une enquête pendant quelques années et ils aboutissent à la publication de reports en disant, je pense que cette boîte-là, cette entreprise est malhonnête. Et donc moi, je prends une position à découvert sur cette entreprise parce que je pense qu'elle est malhonnête. Et ça arrive souvent, très 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 souvent. Et ça permet d'assainir le marché parce que ça sort du marché des acteurs qui, eux, sont malhonnêtes et ne jouent pas selon les règles comme tout le monde. Donc, c'est une Non spécialisé en fait. oui, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Et ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Parce que du coup, ils prennent des positions short. Mais du coup, s'ils se trompent, ils ont subi ces conséquences. Et sauf que ça, par contre, pour le coup, il n'y a pas un risque de manipulation du marché dans la mesure où, au final, si vous êtes si un fonds qui est créé, enfin, ça pourrait marcher à court terme, mais l'idée, c'est que ces fonds-là, ils engagent leur réputation, ils engagent leur crédibilité à chaque fois qu'ils vont se mettre en position short sur une firme. Oui, et qu'ils le disclosent, oui, clairement. Ils engagent leur réputation, mais ça permet de découvrir. En fait, sur le tas de ceux qui ont des dérives dans le lot, en fait, il y en a qui ont une vraie logique d'assainissement de marché. Je veux dire, le scandale de Enron qui a chuté. Il n'y a pas longtemps, la troisième plus grosse entreprise d'Inde s'est fait shorter par un des plus gros shorters américains. Il se trouve qu'elle fraudait. Ce genre de choses, quoi. Ça déstabilise, mais ça permet de ne pas maintenir sur le marché des entreprises qui, à la longue, vont faire encore plus de dégâts. Ils sont pas scrutés encore plus, ils sont encore plus ou encore moins scrutés par le régulateur. Les hedge funds, moins. Ces shorters-là. Les shorters, si. En général, c'est des hedge funds, ils sont structurés comme des hedge funds. Et en fait, maintenant, la régulation essaie, depuis par exemple la crise des subprimes de 2008, de faire en sorte que tout ce qui était opaque dans le marché le soit un peu plus. Donc, elle trouve des moyens d'avoir une plus un peu moins. Ah, pardon, soit un peu plus, soit un peu plus transparent. Soit un peu plus transparent. Donc, elle trouve des moyens, en fait, détournés d'avoir, par exemple, un truc tout bête. Quand tu es un hedge fund, avant, tu ne devais pas reporter les positions short que tu prenais sur le marché. Donc, ils pouvaient prendre des positions énormes avec des risques de déstabilisation, comme on a vu en 2008. Et maintenant, ils doivent reporter aux régulateurs. On a des moyens maintenant avec l'électronification du marché de savoir exactement qui prend quoi comme position et si c'est trop, en fait. Et donc, il y a pas mal de leviers qui ont été mis en place à travers les banques, à travers des organismes de régulation, à travers des acteurs comme nous. Par exemple, nous sommes régulés et à travers nous, le régulateur voit ce qui se passe dans les acteurs qui prennent des positions. Mais à travers ces fonds, est-ce que tu fais pas, des entreprises peuvent pas faire pression sur d'autres, justement, les gros propriétaires peuvent faire justement, comme c'est un peu opaque,
faire pression sur d'autres entreprises pour gagner des parts de marché, pour les déstabiliser. Tu peux rejoindre ce que dit Samuel, en fait. Et tu peux, bien sûr. Aujourd'hui, si tu regardes une entreprise comme BlackRock, que tout le monde connaît, je pense, la majorité des gens, BlackRock est investi. On peut prendre aujourd'hui n'importe quelle industrie et BlackRock sera investi dans au moins 50% des acteurs. De facto, elle a une position dominante entre différents acteurs. Elle est au bord de la moitié des acteurs de la société, du marché. Et donc, elle a un pouvoir d'influence qui est énorme. Et donc, elle fait bouger le marché dans le sens qu'elle veut, en fait, au final. Donc oui, forcément, des acteurs qui atteignent une taille systémique, ça devient compliqué. Et là, c'est le régulateur. C'est pour ça qu'il parle tout le temps de briser les monopoles, de faire mal les choses comme pour tout, en fait. Et ça, franchement, c'est difficile d'avoir la solution parce qu'en fait, au final, tu ne peux pas briser l'élan entrepreneurial parce qu'il faut quand même que les acteurs grossissent une certaine taille. Mais en même temps, il faut faire attention à anticiper le fait que, de par leur taille, à un moment, ça devient trop important. Et du coup, ils peuvent endommager le marché, justement. Après, il y a deux choses. Il y a le côté, il y a probablement le débat entre position dominante et abus de position dominante. C'est pas en soi position dominante qui est problématique. Non, c'est l'abus. Et le deuxième point, c'est à quel point des situations telles que BlackRock ou encore CalPERS peuvent être justement. Enfin voilà, est-ce que c'est la même législation que pour des banques? Est-ce que une faillite de BlackRock, tout avec le débat sur le too big to fail, avec too big to fail, clairement BlackRock. Mais justement, là actuellement la régulation, c'est sur les banques. La régulation est extrêmement sur les assurances. Et Solvency II, c'est Bâle 3. Il y a pas ils sont BlackRock, il n'y a pas de régulation sur BlackRock. Mais BlackRock prend ses positions à travers des banques. C'est comme ça, en fait, que le régulateur il fait. En agrégé, si tu veux, imaginons BlackRock, de par sa taille, va traiter, je dis n'importe quoi, avec 50 banques. Ok, il va prendre ses positions sur 50 banques. Imaginons qu'il veut prendre une position énorme sur une entreprise qui est systémique, on va dire, et qui, pour la diluer, pour ne pas qu'on la voie, il va passer sur les 50 banques. Le régulateur demande les mêmes reports à tous et de façon agrégée, il est capable de voir que BlackRock a une position trop et d'agir à ce moment-là. D'accord, mais via les banques. Okay. Oui, via les banques, via des organismes. Et via la régulation des banques aussi. C'est pour ça qu'elle est extrêmement contraignante, parce qu'en fait, tout passe par eux. Absolument tout passe par eux. Absolument tout. C'est un acteur tellement important que, en fait, c'est sur lui que tout repose. Alors, tout ce qui est, par exemple, transparence de marché. Donc là, par exemple, j'ai sciemment fait sciemment passé sous silence tout ce qui est ESG aujourd'hui sur le marché, parce que je trouvais que ça méritait un autre sujet encore. Mais par exemple, tout ce qui est, je reviens sur le sujet de la transparence. Aujourd'hui, la régulation est en train d'avancer sur tout ce qui est ESG. Il y a je sais qu'au niveau de l'Europe, tu as tout ce qui est SFDR, taxonomie et tout ça. Et ben, ces régulations, en fait, sont poussées de l'autre côté par les fonds. Parce qu'en fait, tu as des fonds souverains, des fonds... donc, souverains, souvent, c'est détenu par un État, d'accord, souverains ou des gros fonds qui vont dire dans leur politique, parce qu'ils sont obligés, vont dire aujourd'hui, je n'investis pas dans des entreprises qui ont des expositions aux énergies fossiles. Voilà. Et donc, ils vont sanctionner financièrement les acteurs qui ne respectent pas ça. Et donc, ça, en l'occurrence, ça va avancer les choses beaucoup plus vite que la régulation elle-même, en fait. Et donc, ça fait que le marché se met au pas. Donc, ça a quand même une pratique assez... c'est quand même une pratique assez saine, on va dire. Après, c'est pour tout ce qui est diversification. Donc là, on revient sur tout ce qui est, on l'a vu, sur tout ce qui est indiciel. La variété des actifs aujourd'hui qui sont à disposition des particuliers qui veulent investir et sans commune mesure avec ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, on peut investir sur absolument n'importe quoi, sachant que les coûts ont tendance à aller à la baisse. Donc, ça devient de moins en moins cher d'investir et on a une variété, en fait, d'actifs qui permet d'avoir une exposition à peu près tout ce qu'on veut, en fait. L'expertise a augmenté parce que les fonds de managers sont de plus en plus bons, le marché est de plus en plus électronique, de plus en plus transparent, même avec tout ce qui concerne les actifs dits alternatifs. Et aujourd'hui, en fait, on a une vraie visibilité sur ce qui se passe parce que du coup, les comptes sont rendus, tout est transparent. Il y a encore pas mal de travail, mais je pense qu'en termes de tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est financement de l'économie, les fonds d'investissement font un travail qui est pas mal. Et du coup, sur ton expertise qui augmente, je ne comprends pas parce que tu dis que les ordinateurs sont de plus en plus présents, ils font le travail à la place. Du coup, l'expertise, elle est ex post.
C'est-à-dire qu'on voit le problème une fois que l'ordinateur a traité la chose, mais du coup c'est trop tard parce qu'il n'y a plus eu cette réflexion ex ante. Et du coup, quid de l'intelligence artificielle dans la gestion de ces fonds dans le futur? Alors, l'intelligence artificielle, en fait, arrive vraiment vite dans tout ce qui est fonds d'investissement aujourd'hui, mais je ne pense pas que l'humain a vocation à être remplacé. En fait, ça dépend de quel type d'actif on parle. Si aujourd'hui je te parle de fonds passifs, vraiment, c'est vraiment tout ce qui est passif que, à mon avis, c'est vraiment très mécanique. Je veux une exposition aux 500 plus grosses cotations américaines, tu te contentes de répartir la chose, et si ça varie de 2-3%, tu réajustes au portefeuille. C'est très mécanique, et tu peux aujourd'hui le faire sur un ordinateur. Bon, il y a des gens qui vont contrôler tout ça, ok, tu peux le faire. Mais par exemple, aujourd'hui, bah, j'ai fait un call il y a pas longtemps, donc j'ai l'exemple. Trouver un fund manager qui va acheter des entreprises européennes qui travaillent dans tout ce qui est secteur informatique, mid-market, donc entre 100 et 500 millions. Je suis désolé, mais tu as du mal aujourd'hui à sortir quelqu'un qui est capable, un ordinateur qui est capable de te faire ce genre de choses. Il va te sortir peut-être la liste des fonds, mais le travail de terrain, d'aller voir les entreprises, de discuter avec le management, de discuter des prospects et de solidifier les équipes et de mettre en place un vrai suivi qui permet de générer un rendement sur 5, 10, 15 ans, c'est pas un ordinateur qui peut faire ça. Donc il y a tout un pan du marché, forcément on voit beaucoup parce qu'on est des petits porteurs, donc on voit tout ce qui est gestion passive, mais le gros du marché, c'est de la gestion active. Sauf que c'est tout ce qui est investisseur qualifié, beaucoup. Un investisseur qualifié, c'est un investisseur qui a de l'expérience et qui est capable d'avoir une vision sur les risques qu'il encourt. C'est une définition au niveau, je ne sais pas si c'est une définition au niveau de l'Europe, mais en tout cas en France et à Luxembourg, tu as une nomenclature assez précise sur ce qu'est un investisseur qualifié. Et donc souvent les fonds sont offerts, par exemple, ces fonds alternatifs sont offerts aux investisseurs qualifiés et pas aux particuliers. Moi, par exemple, je peux être considéré comme qualifié parce que je travaille en finance. Donc, ça va compenser. Mais sinon, par exemple, je sais qu'à Luxembourg, il faut minimum 125 000 de capital, quelque chose comme ça, 250 000, il me semble. Et en France, c'est 30 000 euros minimum. Cette méthode que tu as mentionnée avant, pour rebondir sur cet aspect-là, ouais, ouais. Par rapport à la présence des intelligences artificielles, tu disais qu'au final, on a du mal à battre le marché, que la gestion passive prend de plus en plus de place. Donc en fait, ça, c'est la vision des fonds passifs. Oui, oui. Donc en fait, on peut très bien imaginer que le rôle de l'intelligence artificielle, il est dépendant aussi de à quel point on va privilégier une gestion passive ou active. Oui, mais je pense vraiment que les deux ont vocation à coexister, comme maintenant. En fait, tu auras toujours la gestion active à côté de la gestion passive. Ça n'a pas vocation à remplacer la gestion active. En fait, c'est concomitant tout le temps. Il y a toujours des niches de marché, en fait, à faire. Toujours, toujours, toujours. Et je ne pense pas que la gestion passive, si tu achètes un fonds immobilier aujourd'hui, la gestion de tout ce qui est immobilier, par exemple, des immeubles, des terrains, c'est de la gestion active. Ça ne peut pas être passif. Tu es obligé d'avoir des gens sur le terrain qui vont gérer les loyers, qui vont être optimisés en fonction du marché. Tu as besoin d'avoir ça. Tu as une partie électronique, forcément, ce qui est automatisable le sera, mais tu as toute la partie terrain, c'est des vrais actifs, en fait. On va dire, il y a des vrais gens, il y a des vraies choses derrière. Donc, en fait, tu as une limite à ce que tu peux automatiser. Tu es obligé d'avoir une gestion active. Donc, les deux, pour moi, sont pas opposés du tout. Et tu auras toujours un arbitrage de marché à faire selon, un, ton portefeuille, et deux, ton appétence au risque, et aussi ton intérêt intellectuel pour tel ou tel actif. Ben voilà, sur ce, j'ai fini. Ce fut un plaisir de parler de ça. Donc, si vous avez des questions, vous avez posé au fur et à mesure. Si vous avez d'autres questions, je vous écoute là-dessus. Alors, ça réduit les interactions avec la salle, forcément. Bah oui, hein, commencer. J'ai quand même une petite question sur tes fonds monétaires que tu as présentés sur 1971. Est-ce qu'on peut parler de financement de la dépense publique directe? Oui. Ah bah, clairement, ouais, clairement. C'est toujours le cas. Et, oui, clairement. Et en fait, là, l'espèce de gap là a généré un marché. Mais historiquement, les Américains ont toujours un côté où ils achètent beaucoup de la dépense publique. Et du coup, tu as des ratios un petit peu de savoir à quel point ces fonds sont importants pour les États, pour certains États. Pour certains États, alors les États-Unis ne sont pas dans la situation du Japon. Le Japon, je crois que c'est le pays où les habitants détiennent le plus la dette publique. Mais je pense quand même que historiquement, alors il faut se dire un truc, c'est qu'il y a une différence culturelle qui est quand même pas mal. Les Américains en général sont plus riscophiles que les Européens, si tu veux. Et donc ils ont toujours eu cette tendance
à acheter de la dette d'État américaine. C'est un truc que tu rencontres très, très vite. Non, ils sont escroquables. Ils sont riscophiles, alors, dans ce cas. S'ils achètent de l'État, des obligations de dette publique, Oui. ils sont plutôt riscophiles. Ça dépend, parce que, par exemple, est-ce que le Français moyen achète de la dette d'État française? Bien sûr. Ah C'est ouais. un investissement sûr. Je sais, mais est-ce que les Français achètent ça? Bah, et les Français mettent plutôt déjà sur leur livret A. Voilà, exactement, on a tout tendance à mettre sur le livret A. Et l'Américain moyen, en fait, il va directement acheter l'émission de l'État américain. En tout cas, il a plus un. Je ne sais pas si on peut parler de riscophile ou riscophobe, mais en tout cas, il est plus à même d'aller sur le marché financier. Ah oui, totalement. Totalement. C'est pour ça qu'au début, par exemple, tout ce qui était fonds d'investissement, c'est vraiment une grosse invention européenne, mais que ça s'est perfectionné, professionnalisé outre-Atlantique très très vite. Et c'est eux qui ont saisi à bras-le-corps le truc et qui ont donné toutes les impulsions qui font qu'aujourd'hui on a un marché, un gros marché. Après, l'Europe, c'est le deuxième marché mondial après les États-Unis. C'est 30%, c'est ça? Ouais, c'est 50% États-Unis et États-Unis, Nord-Amérique. Et tu as, je crois, ouais, c'est quoi que c'est 27% l'Europe. Donc ça reste, c'est quand même un gros marché au final avec une grosse possibilité. Et par rapport au rôle de l'intelligence artificielle, justement, mais une chose qui, d'un point de vue d'un point de vue béotien, on parlait de l'ICRAC à un moment, on parlait de, justement, ces machines qui font que les intelligences artificielles qui font des actions, des décisions, le trading à haute fréquence, par exemple. au niveau de fréquence, à la seconde, tout ce genre d'aspects. Ouais. Moi, d'un point de vue novice, j'ai l'impression que, au contraire, ça parle bien de gestion active. Et ça parle bien ça parle bien de l'informatisation et de la data science dans la gestion active. Ouais, je suis un peu interloqué par ton retour justement sur le côté le passif, c'est déjà informatisé, l'actif, il y a besoin de la personne. Non. C'est juste ça ouais. Pour moi, c'est un pan de marché assez particulier. Quand même, tout ce qui est gestion trading à haute fréquence. Après, j'ai pas dit que dans la gestion active, il n'y a pas d'automatisation ou quoi que ce soit. Mais je dis juste qu'en fait, la majorité du marché actif va être plutôt de cette nature-là, en fait. De la nature de l'expertise. En tout cas, pour l'instant, c'est encore le cas. Et je vois mal, en fait, comment est-ce que tu crées... Parce que le trading à haute fréquence, c'est quoi? C'est la gestion passive ou active? C'est de la gestion active. C'est de la gestion. En fait, tu as plusieurs types de gestion active dans ça. Ah oui, tu as 50 000. Selon le type, la catégorie d'actifs que tu traites, en fait, tout change. Tu ne vas pas traiter un actif immobilier, infrastructure ou. Ce que je veux dire, c'est qu'il est faux de penser que avec les progrès, avec ChatGPT, etc., avec les progrès dans l'informatisation, il est faux de penser qu'on va aller vers une marche forcée dans l'informatisation de la finance. Ça va pas aller uniquement dans ce sens. Je pense quand même que ça ira dans ce sens parce qu'il y a pas mal de choses, par exemple, dans la gestion alternative qui ont vocation à être automatisées. Qui ne le sont pas, mais qui ont vocation à l'être. Mais je pense que ça va juste rendre le marché plus déficient, si tu veux. Un peu comme, comment dire ça? Le marché alternatif qui est aujourd'hui souvent hors de la bourse, d'accord? Il a vocation à se rapprocher de ce qui se fait sur la bourse. La bourse aujourd'hui, c'est quoi? C'est un échange électronique où tu as une cotation continue des achats et des ventes permet d'avoir une électricité totale. Tu sais exactement ce qui se passe. Les comptes sont publiés à une fréquence connue, donc il y a une transparence sur la santé financière de l'entreprise. Les gérants d'entreprise font des calls, on sait ce qui se passe. D'accord? Le marché alternatif est plus secret. Le trading à haute fréquence, s'ils n'avaient pas fait quelque quoi, on ne saurait même pas que les mecs sont installés à une unité de la bourse et qu'ils traitent comme ils le font. Ils sont cachés en général. Donc il y a un petit pan de marché qui en fait essaie d'échapper à l'œil du public et qui fait sa petite sauce, quoi. Et à mon sens, ce genre de choses, l'intelligence artificielle, va faire que en fait, ce pan de marché qui échappe au regard, sauf quand il y a scandale, souvent, va en fait arriver de plus en plus dans l'œil du public. Par exemple, tu as déjà les Américains qui ont développé ce qu'ils appellent des REIT. Ce sont des fonds comme des ETF et sur de l'immobilier. Donc le sous-jacent est liquide par essence, mais du coup, en haut, ils ont fait, tout en haut, en fait, tu arrives à une action qui traite sur la journée comme une action normale, alors qu'en fait, derrière, c'est des immeubles. Là, normalement, tu avais un vrai problème de liquidité. Parce que si aujourd'hui, tu achètes 10% d'un immeuble et que tu veux sortir, tu ne peux pas sortir comme ça, ou vendre l'immeuble, en fait. Et donc, eux, ils ont réussi à résoudre ce problème-là. Ça veut dire que tu as un actif qui, lui, était hors de la bourse, qui se retrouve sur le marché. Et donc, qui a les mêmes contraintes que les autres.
transparence, règlement, règlement reporter et tout. Et donc, je pense qu'à terme, ça a vocation à aller. Les acteurs de private equity, de capital investissement, aujourd'hui aux États-Unis, se portent sur la bourse. Ils ont trouvé des mécanismes qui leur permettent de garder le même cœur de métier, à savoir acheter des entreprises de façon discrétionnelle, voilà, mais d'être coté en bourse. Donc, d'avoir le regard du marché et la transparence qui va avec. Donc, je pense que tous les actifs ont vocation à devenir de plus en plus efficients, en intégrant l'IA ou quoi que ce soit d'autre, qui permettent de générer, à mon sens, c'est toujours une question de profit. Parce que, en fait, les techniques sont de plus en plus efficaces, les outils-là sont vraiment très précis. Et en fait, à terme, tout le monde va se diriger vers le marché boursier, je pense, personnellement. Est-ce que tu as des fonds aujourd'hui qui sont encore complètement fermés? Bien sûr, beaucoup, énormément. Énormément. Et les fonds ouverts ne sont pas c'est pas la majorité. Tu as une prime, en fait, j'imagine. Oui. Les fonds immobiliers, par exemple, les fonds immobiliers vont être de nature fermée, par exemple. Je sais pas, j'ai un client qui lève 500 millions pour acheter des immeubles. Il va verrouiller ses investisseurs pendant au moins 5 ans, par exemple. Parce que par essence, il aura acheté et il va leur verser des dividendes selon les loyers et il va attendre et à la fin, il va vendre. Voilà, il va vendre des actifs et là, tu redistribues. Mais si aujourd'hui, tu as un investisseur dans un fonds immobilier qui sort, tu es obligé de vendre tous les actifs juste pour contenter cet investisseur. Donc, par nature, tu structures le fonds comme étant fermé. En fait. Tu as beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus pratique. Sinon, tu ne les tiens pas, les investisseurs. Et donc, il y a pas mal de fonds qui sont comme ça. Un fonds de PE, de private equity aujourd'hui, il va verrouiller les investisseurs en moyenne sur au moins 5 ans. Le temps de déployer la stratégie. Si aujourd'hui, je dis que j'ai un client qui achète des entreprises italiennes, il lui faut au moins 5 ans pour trouver les entreprises, les acheter, les rendre plus efficaces, consolider la stratégie et ensuite potentiellement penser à une sortie. Si les investisseurs sortent, c'est impossible d'implémenter la sortie. Le capital risque, généralement, c'est ça. Exactement. Infrastructure, c'est pareil. Tu vas aller travailler sur un PEP, et le temps de le trouver, le temps d'investir, le temps d'avoir un retour sur investissement. L'investisseur, en général, il est content parce que sa prime de liquidité, elle existe au moment où il investit. C'est-à-dire que ces actifs-là ont des dividendes. Et donc, pendant la durée de vie de l'actif, ils sont payés. J'ai des investisseurs qui reçoivent des dividendes tous les trimestres. Donc, ils ne bougent pas, en fait. Ils ne sont pas mécontents de ce qui se passe. Et donc, ils vont attendre sagement 3, 5, 10 ans. Donc, ça veut dire quand même que c'est des investisseurs qui ont, un, beaucoup de liquidités, et deux, ils ont le temps long, en général. C'est pas ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et après, on se met sur le marché pour. Exactement. Une fois que les actifs sont vendus, tu récupères. Mais ce qui se passe souvent, c'est que l'expertise est tellement difficile à trouver que quand tu as un gestionnaire de portefeuille qui te génère du rendement, tu restes avec. Et donc, tu repars sur le second souffle. C'est ce qu'ils font tout le temps. Ils génèrent des fonds et ça marche, ils en relancent un autre. Merci Chris encore une fois. Je t'en prie. En espérant que tout est clair sur ce partage de vidéo, en espérant tout fonctionne bien. J'espère. Merci de votre attention. Merci de votre attention et au revoir. Quel